Bonjour à tous, mon nom est Dr. Jad Obeka et au nom de Respi Plus, j'ai le plaisir de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui intitulé Le détective de la dyspnée, découvrir les indices cachés de l'hypertension pulmonaire, qui sera présenté par le Dr. Steve Provencher. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette opportunité de formation continue rendue possible grâce à une commandite sans restriction de Merck Canada. Avant de commencer, permettez-moi de vous faire part de quelques aspects techniques. On vous encourage à utiliser la boîte questions et réponses à la base de votre écran. Si vous vous connectez au webinaire par téléphone, veuillez noter que votre ligne téléphonique sera mise en sourdine pendant la session et ne pourra pas être rétablie. Veuillez noter aussi que ce webinaire est enregistré et qu'il pourra être visionné sur le site web www.expandcourses.com. Vous recevrez un courriel à cet effet dans quelques jours. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Dr. Provencher est directeur du programme d'hypertension pulmonaire à l'Université Laval. Ses principaux intérêts de recherche sont la pathophysiologie de l'exercice et les mécanismes menant au remodelage vasculaire pulmonaire dans l'hypertension pulmonaire. Les résultats de deux des études précliniques de son groupe sont actuellement au stade de développement clinique pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Le docteur Prévencher est également directeur de l'axe de recherche en pneumologie du Centre de recherche de l'IUCPQ et conseiller scientifique pour le Fonds de recherche en santé du Québec. C'est donc avec un grand plaisir que nous l'accueillons pour cette présentation. Docteur Prévencher, merci d'être ici. La parole est à vous. Merci, Jade. Je vais partager mon écran. Vous devriez voir à l'instant mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? C'était bon. C'est bon. Alors, ça fait plaisir d'être parmi vous ce midi pour vous parler des défis liés au diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Et donc, pour ce faire, en fait, la présentation va être divisée en trois grandes sections. La première, on va voir un petit peu c'est quoi les défis liés à la dyspnée inexpliquée, dans quelles circonstances il faut penser à une hypertension pulmonaire possible. Et pour ce faire, on va utiliser des cas interactifs liés à l'hypertension pulmonaire pour essayer de voir comment on peut en arriver à un diagnostic plus précoce de la maladie avant de conclure la séance aujourd'hui. D'abord, quelques divulgations. J'ai plusieurs conflits d'intérêts liés à des subventions au soutien de recherche, principalement liés à mes activités de recherche. Euh, Comme je le mentionnais, le webinaire a été euh, rendu possible grâce au soutien de Merck, un soutien sans restriction. Ça a été fait également en collaboration avec Respi Plus, mais euh, le module, en fait, la présentation de ce midi a été bâtie par un comité scientifique indépendant, suivant les lignes directrices actuellement disponibles en lien avec l'hypertension pulmonaire, si bien que ce qui va être présenté, c'est directement en lien avec les recommandations actuelles dans le domaine de l'hypertension pulmonaire sans utilisation hors indication de produits pharmaceutiques. Donc, les trois objectifs euh, poursuivis ce midi, le premier, c'est de décrire l'importance d'une approche systématique dans la dyspnée inexpliquée, renforcer également l'importance de la prise en compte de l'hypertension pulmonaire comme origine possible en fonction de la présentation des patients, puis euh, de voir également quelles sont les étapes clés du diagnostic et de la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Donc, globalement, on va explorer la dyspnée, l'importance de ça dans la pratique clinique, comprendre que c'est souvent multifactoriel, pourquoi également l'hypertension pulmonaire est souvent négligée, les examens que l'on devrait considérer dans un contexte de dyspnée inexpliquée. Et on va également voir les différents types d'hypertension pulmonaire et leur prise en charge. Donc d'abord, la dyspnée, bien évidemment, c'est un symptôme qui est commun. Environ 25 des Canadiens se plaignent de dyspnée à divers degrés. Les causes potentielles sont nombreuses et souvent multifactorielles, donc d'où la nécessité d'avoir une approche relativement systématique au diagnostic d'hypertension pulmonaire, au diagnostic de la dyspnée. La dyspnée, c'est pas seulement fréquent, mais ça a un impact. C'est un impact puisque ça affecte la qualité de vie. C'est associé à une morbidité, mortalité
accrue, ça génère des consultations, surtout parce que ça peut être le signe d'une pathologie sous-jacente qui est grave. Pourquoi on parle du défi d'en arriver à un diagnostic de dyspnée, c'est que en hypertension pulmonaire, c'est que l'hypertension pulmonaire, ben, les deux symptômes cardinaux de l'hypertension pulmonaire sont principalement la dyspnée, l'intolérance à l'effort, mais également parfois la fatigue, les douleurs thoraciques, etc. Mais la dyspnée, évidemment, c'est un symptôme qui est non spécifiques qui se superposent aux autres pathologies cardio-respiratoires qui sont fréquentes. Également, comme c'est une maladie qui est méconnue, ben, ça amène des délais diagnostiques souvent très significatifs chez les porteurs d'hypertension pulmonaire. Lorsqu'on fait face à un patient qui a une dyspnée chronique, évidemment, il y a plusieurs algorithmes diagnostiques qui ont été développés et suggérés dans la littérature, mais j'en ai choisi un qui représente, je pense, ce qu'on doit faire, ce qu'on fait habituellement dans un contexte de dyspnée chronique. Lorsque on fait face à un patient qui a une dyspnée chronique, parfois le diagnostic va être assez évident en fonction des antécédents des patients. Euh, Évidemment, le diagnostic va généralement être confirmé par quelques examens spécifiques qui vont permettre de confirmer l'étiologie présumée de l'hypertension pulmonaire, qui va souvent mener un traitement euh, et qui, le plus souvent, en tout cas idéalement, va être efficace pour améliorer la condition du patient. Mais on se retrouve également souvent dans des situations où est-ce que le diagnostic de la condition à l'origine de la dyspnée n'est pas si évident que ça. Évidemment, les choses communes étant fréquentes, on va généralement faire un bilan euh, paraclinique sommaire qui va nous permettre d'identifier les causes les plus communes de dyspnée, incluant une formule sanguine, s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie, radiographie pulmonaire, test de fonction respiratoire, électrocardiogramme, etc., qui va nous permettre assez souvent d'identifier une cause relativement évidente de dyspnée et de la traiter en conséquence. Néanmoins, lorsqu'on identifie une cause, ben, on doit assurer un certain suivi, puisque dans certaines circonstances, le suivi il va nous suggérer qu'on s'était possiblement trompé, soit parce que le traitement historique est inefficace, ou soit parce que l'investigation paraclinique initiale ne nous a pas permis d'en arriver à un diagnostic plus précis. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment avoir le réflexe de chercher plus loin. Je dis souvent qu'une dyspnée, une dyspnée ne doit pas rester inexpliquée lorsque on se retrouve dans une situation où est-ce que soit l'évolution est atypique ou soit le bilan paraclinique initial ne nous permet pas d'identifier un diagnostic, on doit penser à des choses plus inhabituelles. Et en général, l'outil de choix rendu là, ce sera l'échographie cardiaque qui sera l'outil de choix pour aller plus loin dans le diagnostic de la dyspnée inexpliquée. L'échographie cardiaque va nous permettre d'identifier toutes sortes d'anomalies, évidemment, des anomalies cardiaques, dysfonction cardiaque systolique, diastolique, des maladies valvulaires, etc. Mais ça va aussi nous permettre de quantifier chez la majorité des patients le niveau de pression dans l'artère pulmonaire et donc de dépister les patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire, ben, c'est un problème relativement commun. C'est actuellement défini comme une pression de l'artère pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure au cathétérisme cardiaque. Encore une fois, c'est relativement fréquent. Donc, la prévalence minimale de l'hypertension pulmonaire, c'est environ 125 cas par 100 000 de population. L'hypertension pulmonaire peut être relativement rare dans la population générale, mais on fait souvent face à des patients qui sont à risque d'avoir diverses formes d'hypertension pulmonaire, chez qui la prévalence de l'hypertension pulmonaire va être considérable. L'hypertension pulmonaire est actuellement classifiée en 5 grands groupes. Donc, si on parle des 4 premiers groupes qui sont les mieux catégorisés, il y a une forme relativement fréquente qui est l'hypertension pulmonaire de groupe 2 qui survient dans le contexte d'une maladie cardiaque gauche, l'hypertension pulmonaire de groupe 3 qui survient dans le contexte d'une maladie respiratoire chronique, par exemple MPOC, fibrose pulmonaire, fibrose kystique, etc. Donc, des formes relativement fréquentes d'hypertension pulmonaire, des formes plus rares, notamment l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie où, en l'absence d'atteinte du parenchyme pulmonaire, on va avoir une maladie des vaisseaux pulmonaires qui va amener un rétrécissement progressif des vaisseaux pulmonaires et conduire à des hypertensions pulmonaires très sévères, de même que l'hypertension pulmonaire de groupe 4 ou thromboembolique chronique, qui, à la suite d'une maladie thromboembolique initiale, va amener des conséquences à long terme, obstruer le lit vasculaire et causer de l'hypertension pulmonaire à long terme chez les patients ayant cette forme d'hypertension pulmonaire-là. Si bien que
Rapidement, lorsqu'on fait face à un patient qui a de la dyspnée, en fait, on doit considérer l'hypertension pulmonaire. Évidemment, lorsqu'on suspecte de l'hypertension pulmonaire à l'échographie cardiaque, on va devoir, c'est généralement là que ces patients-là vont être dirigés vers des centres spécialisés. On va devoir déterminer par des moyens plus invasifs souvent la cause exacte de l'hypertension pulmonaire, ses conséquences. Et cette caractérisation-là va être importante pour guider la thérapie, le traitement et la prise en charge des patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire. Les patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire de groupe 1 ou HTAP, donc la maladie de remodelage vasculaire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vont généralement se voir offrir des thérapies vasoactives avancées. Donc, il y a plusieurs classes de médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter ces patients-là. Les hypertensions pulmonaires de groupe 4, donc l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique, ce sont des patients qui vont être potentiellement candidats à une chirurgie dans certains cas, l'endartérectomie pulmonaire, parfois des angioplasties pulmonaires où on va pouvoir les dilater certains vaisseaux obstrués ou certains médicaments également, alors que les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, donc liées à une maladie cardiaque gauche ou une maladie respiratoire, ben, seront traitées, gérées en traitant la maladie de base sous-jacente. Dans tous les cas, dans tous les types d'hypertension pulmonaire, il y aura également des thérapies qu'on appelle de soutien qui vont être efficaces dans l'ensemble des formes d'hypertension pulmonaire, incluant la prise en charge de par exemple, l'insuffisance cardiaque droite avec la rétention hydrosodée par l'utilisation de diurétiques, l'oxygénothérapie chez les patients qui sont hypoxémiques de façon chronique et la réadaptation pulmonaire qui a été démontrée efficace pour améliorer la capacité fonctionnelle, les symptômes des patients avec une maladie cardiaque gauche, maladie respiratoire, mais également chez les patients porteurs d'hypertension pulmonaire. Ce qu'on sait également, c'est que lorsqu'on fait face à des patients qui ont de l'hypertension pulmonaire, ben, l'orientation précoce vers des centres spécialisés, ben, ça améliore les résultats en termes de morbidité, mortalité, et donc d'où l'intérêt d'y penser assez précocement lorsqu'on suspecte une possible hypertension pulmonaire. Donc, pour ce faire, on a préparé trois cas assez classiques pour comprendre notre raisonnement dans le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Donc, un cas d'hypertension pulmonaire de groupe 4, un cas d'hypertension pulmonaire de groupe 1 et un cas d'hypertension pulmonaire de groupe 3. Donc, je commence avec le premier cas clinique. C'est un patient de 49 ans qui avait de l'hypertension artérielle de longue date et qui a fait une embolie pulmonaire il y a 10 mois, qui est connu également pour de l'apnée du sommeil et obésité. Le patient est anticoagulé depuis son événement. Et lorsque ce patient-là est rencontré, ben, le patient mentionne qu'il est vraiment mieux que lors de son épisode d'embolie pulmonaire. C'est nettement amélioré, mais il n'est jamais revenu à ce qu'il était auparavant. Donc, il a conservé une certaine dyspnée, certaine intolérance à l'effort qui n'était pas présente avant l'épisode. Lorsque le patient est examiné, on a un examen physique complètement normal et un bilan initial incluant radiographie pulmonaire, électrocardiogramme et tests de fonction respiratoire qui sont entièrement normaux. Et donc, dans un des premiers graphiques que je vous présentais, on se retrouve dans une situation où on a un patient qui a une certaine intolérance à l'effort, une certaine dyspnée, sans cause évidente. Et clairement, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on va euh, proposer une approche plus secondaire pour en arriver à un diagnostic pour essayer de déterminer la cause de cette dyspnée. Les examens qu'on va considérer en premier lieu, encore une fois, c'est l'échographie cardiaque qui va nous permettre d'évaluer la fonction cardiaque droite et les pressions pulmonaires, donc de savoir s'il y a de l'hypertension pulmonaire ou non. Lorsqu'on suspecte une hypertension, lorsqu'on documente une hypertension pulmonaire, on va souhaiter détecter s'il s'agit d'une maladie thromboembolique chronique. Et pour ce faire, le scan véhicule, la scintigraphie, ventilation, perfusion va être clairement l'outil de dépistage de choix pour cette forme-là. Mais évidemment, ultimement, le diagnostic devra être confirmé par cathétérisme cardiaque et on devra évaluer la localisation du matériel embolique pour guider l'approche thérapeutique. Dans le cas qui nous intéressait ici, il y avait quand même quelques éléments, quelques signaux d'alarme qui nous laissaient penser à une hypertension pulmonaire possible. Le premier, c'était que le patient avait fait une embolie pulmonaire il y a 10 mois. Donc, l'embolie pulmonaire a été traditionnellement considérée comme une maladie aiguë. Puis, les gens considéraient que si on survivait à l'épisode initial, on était guéri. On sait maintenant que c'est quand même plus complexe que ça. Il y a quand même une proportion significative de patients qui vont conserver des séquelles pulmonaires
euh, ou même des séquelles cardiaques droites à long terme à la suite d'une embolie pulmonaire. Et il y a environ 1 à 2 des patients qui vont conserver une hypertension pulmonaire post-embolique chronique à long terme. Donc, c'est quand même pas négligeable parce que l'embolie pulmonaire, c'est fréquent. Faut quand même considérer que chez les gens qu'on diagnostique avec une hypertension pulmonaire post-embolique, la moitié ou presque n'auront jamais eu d'épisode aigu bien identifié. Donc, ça veut dire que même si un patient n'a jamais eu de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, ça n'exclut pas le diagnostic d'hypertension pulmonaire post-embolique. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on a une hypertension pulmonaire échocardiographique sans cause évidente, on devra faire un scan vécu chez tous les patients porteurs d'hypertension pulmonaire ou à peu près, afin de détecter la forme thromboembolique qui peut être traitée de façon très efficace. Et évidemment, le deuxième élément encore, évidemment, c'est la dyspnée persistante. Donc, en présence d'une dyspnée persistante suite à une embolie pulmonaire, ça soulève la possibilité de séquelles emboliques, incluant l'hypertension pulmonaire post-embolique. Évidemment, chez ce patient-là, l'échographie cardiaque suggérait qu'il y avait une hypertension pulmonaire significative avec une pression de l'artère pulmonaire systolique élevée à 65 mm de mercure plus la TVC. Je vous ai indiqué initialement que l'hypertension pulmonaire se définissait comme une PAP moyenne supérieure à 20 mm de mercure au cathétérisme cardiaque. À l'échographie, on va avoir accès à la pression systolique dans l'artère pulmonaire. Et donc, on parle d'hypertension pulmonaire généralement lorsqu'on a des valeurs de PAP systolique au-delà de peut-être environ 35 mm de mercure plus la TVC, là. Donc, c'est difficile de mettre un seuil bien précis, mais autour de ça, chez ce patient-là, on a évidemment fait un scan vécu qui a démontré des déficits perfusionnels. L'hypertension pulmonaire a été confirmée par cathétérisme cardiaque. Et l'imagerie supplémentaire a permis d'identifier que la maladie, les séquelles d'embolie pulmonaire étaient, euh, on avait affaire avec une maladie proximale. Donc, en image, c'est un peu ce que ça donnait, où vous voyez à gauche le scan vécu avec l'aspect ventilation, l'aspect perfusion du scan vécu, où on voyait qu'il y avait un défaut de perfusion de presque l'ensemble du poumon droit, qui était confirmé par angiographie conventionnelle où la maladie semblait très proximale et donc c'était clairement une forme d'hypertension pulmonaire post-embolique. L'algorithme thérapeutique de l'hypertension pulmonaire post-embolique a vraiment changé beaucoup dans la dernière décennie. Donc, traditionnellement, évidemment, ces patients-là qui ont une hypertension pulmonaire post-embolique devront être anticoagulés à vie. Traditionnellement, on évaluait très précocement l'opérabilité, c'est-à-dire que des patients qui avaient une maladie proximale, qui était atteignable d'un point de vue chirurgical, ben, c'était des patients qui étaient susceptibles d'avoir une endartérectomie pulmonaire. J'y reviens dans la prochaine diapo. Et donc, c'est une chirurgie qui est quand même laborieuse, mais très efficace. Malheureusement, il y avait au moins le tiers, sinon la moitié des patients qui se retrouvaient dans une situation où en raison de la localisation du matériel embolique chronicisé ou en raison de leur condition générale, la chirurgie n'était pas possible et malheureusement, on était assez limité dans les interventions qu'on pouvait faire pour ces patients-là. Dans la dernière décennie, est apparu deux types d'interventions pour ces patients-là, notamment l'angioplastie pulmonaire, donc la possibilité d'aller avec un cathéter débloquer en quelque sorte certaines artères qui étaient obstruées par du matériel chronicisé dans la circulation pulmonaire et certains médicaments également qui peuvent améliorer la condition des patients. Et souvent, on a souvent recours à une combinaison de traitements incluant l'angioplastie, la médication pour améliorer les patients plus efficacement. Rapidement, l'endartérectomie pulmonaire, c'est une intervention significative, mais qui consiste à aller retirer pardon, aller retirer le matériel cicatrisé. Donc, dans le contexte d'une endartérectomie pulmonaire, ce ne sont plus des caillots frais qui sont là, mais vraiment du matériel cicatriciel qui va permettre d'améliorer de façon substantielle les patients avec, en général, des améliorations hémodynamiques et cliniques très, très, très substantielles. Il y a une certaine proportion de patients qui vont conserver une hypertension pulmonaire à la suite de la chirurgie, mais clairement, on va améliorer de façon substantielle les patients. Les techniques chirurgicales se sont nettement améliorées également. Ça demeure une chirurgie qui est significative, hein, avec un taux de mortalité non négligeable. Mais il faut comprendre que lorsqu'on a une hypertension pulmonaire post-embolique
chronique sévère, la survie à 5 ans est de moins de 50%. Donc, c'est quand même une survie très, très faible, alors que chez les patients qui sont opérés, on assiste évidemment à une mortalité périopératoire initiale, mais une excellente survie à long terme. Clairement, les patients en bénéficient d'un point de vue symptômes et survie également. Mais la difficulté, c'est définitivement de sélectionner les bons patients pour la chirurgie, les bons patients pour l'angioplastie par ballonnet et ceux qui devraient recevoir une médication orale. Si bien que les principaux enseignements en lien avec ce cas-là, c'est que l'hypertension pulmonaire post-embolique doit être suspectée chez tout patient qui présente une dyspnée persistante malgré l'anticoagulation à la suite d'une embolie pulmonaire. Et clairement, le fait d'avoir fait un événement thromboembolique, c'est un facteur de risque important, mais pas essentiel. On peut voir des maladies thromboemboliques chroniques chez des patients qui n'ont jamais eu d'événement aigu. Le scan vécu est clairement l'outil de dépistage de choix pour dépister les formes thromboemboliques d'hypertension pulmonaire. L'échographie va permettre d'estimer les pressions dans l'artère pulmonaire, mais évidemment, le diagnostic va devoir être confirmé par cathétérisme et surtout, le choix du traitement va être influencé par la localisation du matériel cicatriciel. Également, comme je vous l'ai mentionné, il n'y a pas d'approche unique en maladie thromboembolique. Ça dépend de la localisation du matériel chronicisé. Ça dépend de la condition, évidemment, du patient dans les formes proximales, l'endartérectomie pulmonaire et le traitement de choix parmi les autres patients. Pour les autres patients, il y a d'autres options thérapeutiques qui peuvent être considérées, mais évidemment, ces patients-là devront être anticoagulés à vie parce qu'ils sont à risque de récidive. Et compte tenu de la complexité de ces patients-là, bien, il y a clairement une prise en charge multidisciplinaire par une équipe spécialisée dans le domaine. Clairement, ça permet d'optimiser la prise en charge des patients et améliorer leurs symptômes et leurs pronostics. Deuxième cas, patiente de 62 ans qui est connue pour un asthme, appendicectomie, reflux, maladie de Raynaud de longue date, prend la médication pour contrôler ses symptômes, qui, elle, présente une dyspnée légère depuis un an. Le reste de sa condition va bien, un examen physique normal, radiographie pulmonaire normale, électro normale, des tests de fonction respiratoire qui démontrent une DSCO légèrement réduite, mais sans plus. Donc, encore une fois, un cas de dyspnée inexpliqué, sans cause, sans maladie cardiaque respiratoire évidente. Euh, et clairement, une situation où est-ce qu'on doit aller plus loin. Et donc, quelques signaux d'alarme possibles chez cette patiente-là. Évidemment, encore une fois, le plus important, c'est la dyspnée persistante et inexpliquée. Il faut aller plus loin. Euh, on avait également une DSO légèrement diminuée, donc on y vient dans un petit moment, mais ça peut être le reflet d'une maladie vasculaire pulmonaire. C'est une patiente qui avait du rénaux et un peu de reflux gastro-œsophagien, ce qui pourrait laisser penser une maladie du tissu conjonctif, bien que ce soit non diagnostique également. Et donc, clairement, on doit aller plus loin chez cette patiente-là. Lorsque cette patiente-là avait également des petites télangiectasies au niveau des doigts qui étaient très, très, très subtiles, des petits points rouges ici, avait une échographie cardiaque qui démontrait vraisemblablement une hypertension pulmonaire sans anomalie du cœur gauche. On se rappelle qu'elle avait des tests de fonction respiratoire normaux, une scintigraphie ventilation-perfusion qui était normale, qui permet d'exclure essentiellement la maladie thromboembolique chronique. Et l'hypertension pulmonaire a été confirmée par cathétérisme cardiaque, si bien que euh, on en arrivait à la fin avec un diagnostic d'HTAP, donc hypertension pulmonaire de groupe 1, causée par un remodelage vasculaire au niveau des artères pulmonaires, qui, au final, était lié à une sclérodermie. La sclérodermie, qui est une maladie du tissu conjonctif, qui amène parfois d'autres manifestations comme le rénaux, les télangiectasies, le reflux gastro-œsophagien, etc. Donc, une HTAP, donc une maladie de remodelage vasculaire. Donc, c'est un type rare d'hypertension pulmonaire. C'est également un type d'hypertension pulmonaire pour lequel l'approche thérapeutique a considérablement changé au cours des 2 dernières décennies. On est parti d'une époque où on n'avait essentiellement aucun traitement hormis la transplantation pulmonaire à une époque où on a 13 ou 14 médicaments différents pour traiter cette maladie-là. Comme je l'ai mentionné, c'est une maladie de remodelage vasculaire où l'artère pulmonaire est progressivement rétrécie par du matériel endovasculaire qui s'accumule. Et on a maintenant plusieurs traitements que l'on va utiliser soit en monothérapie, mais le plus souvent en combinaison thérapeutique pour tenter de renverser, de vasodilater, de renverser le remodelage vasculaire des patients qui ont de l'HTAP.
C'est un sous-type d'hypertension pulmonaire qui est difficile à reconnaître et c'est ce qui amène des délais diagnostiques importants. Pour vous donner une idée, l'HTAP idiopathique, donc sans cause évidente, les délais diagnostiques actuels sont de plus de 2 ans entre le début des symptômes et le diagnostic. Les patients ont généralement consulté plusieurs médecins avant qu'un diagnostic soit porté. Donc, il faut y penser. Et donc, il faut y penser lorsqu'on a une dyspnée qui est inexpliquée ou disproportionnée par rapport à ce qu'on trouve au test de fonction respiratoire. Par exemple, chez cette patiente-là, on avait uniquement un léger abaissement de la DLCO. Il n'y avait pas d'explication évidente pour sa dyspnée. Il faut y penser, surtout lorsqu'on a des facteurs de risque d'HTAP. Donc, l'HTAP, comme je l'ai mentionné, c'est une maladie de remodelage qui parfois peut arriver dans un ciel bleu, hein, les formes idiopathiques, mais qui est souvent associée à des facteurs prédisposants. Ça peut être héréditaire, donc il peut y avoir des cas dans la famille, les maladies du tissu conjonctif, donc certaines formes d'arthrite, la sclérodermie, etc., ça prédispose de façon significative au développement de cette maladie-là. Les maladies hépatiques, l'infection par le VIH, le cardiopathies congénitale sont tous des facteurs de risque d'HTAP, si bien que ça doit nous faire clairement penser à la possibilité d'une hypertension pulmonaire chez un patient qui présente une dyspnée. Encore une fois, l'échographie cardiaque, c'est l'examen de première intention si on a une dyspnée inexpliquée, sans cause évidente lors du bilan initial, bien que le diagnostic devra être porté et confirmé par cathétérisme cardiaque droit, comme on le mentionnait tout à l'heure. Euh, Pourquoi c'est important d'en arriver à un diagnostic précoce? Ben, c'est que l'HTAP, c'est une maladie qui est évolutive. Par exemple, sans traitement, à partir du moment où on a une HTAP idiopathique, la survie médiane est de l'ordre d'environ 2 ans et demi. Et donc, c'est une maladie qui est évolutive. Et on sait également qu'une prise en charge précoce va changer l'évolution de la maladie, c'est-à-dire un retard diagnostique va être associé à davantage de morbidité, mortalité. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic précoce. On sait que les traitements actuels améliorent la capacité fonctionnelle et la survie des patients. Puis, le choix du traitement, donc je vous ai parlé qu'on avait 13 ou 14 traitements actuellement disponibles au Canada pour traiter cette maladie-là. Ben, le, le, le choix du traitement va être influencé par les caractéristiques des patients et la sévérité de leur maladie. Donc, de façon générale, plus la maladie va être sévère, plus on va être agressif dans la prise en charge thérapeutique des patients souffrant d'HTAP. Ces thérapies-là ont vraiment changé la donne en termes de pronostic en HTAP. Ça n'empêche pas que le reste des traitements, les traitements soutiens soient excessivement importants, notamment le contrôle des symptômes, des signes d'insuffisance cardiaque droite avec des diurétiques, l'oxygénothérapie chez les patients qui sont hypoxémiques, la prévention des infections de la grossesse, parce qu'on sait que la grossesse est très risquée chez les patients qui souffrent de HTAP, et la réadaptation pulmonaire est également indiquée. Donc, il y a eu une période où on craignait de faire la réadaptation chez ces patients-là parce qu'ils avaient un risque un petit peu accru de faire des syncopes et que ça tourne moins bien. On sait maintenant que dans une population sélectionnée de patients qui ne sont pas extrêmes en termes de sévérité, la réadaptation est non seulement sécuritaire, mais très bénéfique pour ces patients-là. Je vais maintenant avec le troisième cas clinique, un patient plus commun, 63 ans, hypertension, obésité, ex-fumeur, qui est sous trip inhalateur, qui prend de la médication pour ses comorbidités, qui est dyspnéique de longue date, mais pire depuis un an, qui est plus hypoxémique qu'il était, qui a des petits signes d'insuffisance cardiaque droite possiblement, avec une investigation qui est compatible avec sa maladie, c'est-à-dire qu'il a un syndrome obstructif significatif au test de fonction respiratoire avec une DLCO abaissée, de l'hyperinflation de la radiographie pulmonaire et peut-être des signes électrocardiographiques de l'hypertension pulmonaire. Et donc, évidemment, chez les patients qui ont une maladie respiratoire chronique ou une maladie cardiaque gauche chronique, il y a une proportion significative de patients qui vont avoir de l'hypertension pulmonaire. Euh, Quelques signaux qui peuvent nous faire penser à la présence d'une hypertension pulmonaire chez des patients, par exemple MPOC ou qui sont porteurs d'une fibrose pulmonaire, c'est notamment lorsque
on a une aggravation un peu inexpliquée de la dyspnée, malgré une prise en charge optimale de la maladie de base. Par exemple, la MPOC semble relativement stable d'un point de vue clinique, mais ou la fibrose semble relativement stable, alors que le patient se sent vraiment moins bien. Le patient est plus hypoxémique, par exemple, ou on voit, par exemple, un abaissement disproportionné de la DLCO. Ça fait partie des choses à considérer. Euh, Chez ce patient-là, l'échographie cardiaque suggérait effectivement une hypertension pulmonaire plus légère que chez les autres patients que j'ai présentés ce matin. Il n'y avait pas de déficit perfusionnel au scan vécu, donc on venait d'exclure la maladie thromboembolique chronique. Le TDM thoracique était compatible avec un emphysème modéré. Euh, Si on était allé plus loin en termes de cathétérisme cardiaque 3, on aurait démontré une hypertension pulmonaire modérée et on aurait pu formellement faire un diagnostic d'hypertension pulmonaire de groupe 3, donc lié à une maladie respiratoire chronique, dans ce cas-ci, la MPOC. Pendant longtemps, on a considéré que l'hypertension pulmonaire de groupe 3, et c'est la même chose en hypertension pulmonaire de groupe 2, ben, que c'était une maladie relativement simple. C'est-à-dire que chez les patients MPOC, ben, le fait d'avoir de l'hypoxie alvéolaire, de l'hypercapnie, le fait d'avoir une hyperviscosité sanguine en raison de la polyglobulie ou le fait d'avoir des pleins de capillaires détruits par l'emphysème, ben, c'est ce qui menait à l'hypertension pulmonaire. Évidemment, ça y contribue beaucoup, mais on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. On sait qu'il y a du remodelage vasculaire, il y a un certain dysfonctionnement au niveau de l'endothélium des vaisseaux, il y a une prédisposition génétique. On sait que certains patients MPOC, par exemple, de par certains polymorphismes génétiques, sont plus à risque de développer de l'hypertension pulmonaire que d'autres. Donc, les mécanismes sont nettement plus complexes qu'auparavant. Néanmoins, la prise en charge demeure à l'heure actuelle la prise en charge de la maladie de base pour la majorité des patients. Par exemple, en MPOC, évidemment, vous connaissez tous la prise en charge des patients MPOC avec bronchodilatateurs, arrêt du tabac, vaccination, oxygénothérapie si le patient est hypoxémique. La réadaptation pulmonaire a clairement démontré des bénéfices indéniables dans cette population-là avec soutien psychosocial, nutritionnel, groupe de formation, technique de respiration. On sait que ça amène une bonification, une amélioration de la qualité de vie, de la capacité d'exercice, donc des bénéfices qui sont indéniables, qu'on doit considérer chez tous les patients. La prise en charge de la prise en charge de l'hypertension pulmonaire demeure un défi chez ces patients-là parce que, évidemment, on peut traiter l'hypoxémie, on peut traiter l'insuffisance cardiaque droite avec des diurétiques au besoin. Mais les traitements vasodilatateurs qu'on utilise bien en hypertension pulmonaire de groupe 1 et 4, donc en HTAP et en maladie thromboembolique chronique, n'ont pas de bénéfice prouvé dans les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3 standards, donc comme le patient que je viens de présenter. C'est pour ça que je mettais le cathétérisme cardiaque droit au conditionnel tout à l'heure, parce que la majorité des hypertensions pulmonaires de groupe 3 ne se dirigeront pas vers un cathétérisme cardiaque droit parce que euh, le cathétérisme cardiaque en soi ne changera pas la prise en charge des patients. Pour la majorité des patients, en tout cas. Et évidemment, on va prendre en charge la maladie respiratoire sous-jacente. Chez les patients éligibles, on va certainement considérer la transplantation pulmonaire parce que on sait que le développement d'une hypertension pulmonaire liée à une fibrose, une MPOC, vient augmenter de façon significative la mortalité des patients. Et donc, on devrait vraisemblablement considérer, en tout cas explorer la possibilité d'une transplantation pulmonaire chez les patients qui sont éligibles. Alors, quelques enseignements à retenir par rapport à ce cas-là. Encore une fois, une dyspnée disproportionnée par rapport à la maladie de base doit faire penser qu'il pourrait y avoir de l'hypertension pulmonaire surajoutée à la maladie respiratoire. La même chose pour une DSO qui est sévèrement réduite ou réduite de façon disproportionnée par rapport aux autres tests de fonction respiratoire. Euh, et évidemment, les tests de fonction respiratoire font partie des examens à faire de façon précoce chez un patient qui a de la dyspnée. L'échographie cardiaque devrait être considérée lorsqu'on suspecte de l'hypertension pulmonaire surajoutée. Et lorsqu'on considère une hypertension pulmonaire qui paraît sévère, ben, comme je mentionnais tout à l'heure, l'hypertension pulmonaire post-embolique, c'est une forme relativement fréquente sur laquelle on peut agir. Et donc, on doit idéalement dépister cette forme-là d'hypertension pulmonaire, là, parce que même en présence d'une MPOC sous-jacente, on va pouvoir agir sur la maladie thromboembolique chronique. Et pour la majorité des patients, ce sont une prise en charge
dite de soutien euh, de soutien en plus du traitement de la maladie de base. La réadaptation pulmonaire, comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, c'est une composante majeure de la prise en charge. On sait que c'est bénéfique pour ces patients-là. Et maintenant, il y a des données probantes concernant la réadaptation pulmonaire, même en présence d'une hypertension pulmonaire. Et donc, c'est quelque chose évidemment à considérer, en plus de l'oxygénothérapie, chez les patients hypoxémiques, de façon constante. Mais on sait que l'oxygénothérapie va améliorer le pronostic à long terme, présumément par un effet sur justement sur le développement ou la progression de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque droite secondaire. Et donc, encore une fois, dans ce type d'hypertension pulmonaire-là, ben, ça peut être intéressant de considérer une approche multidisciplinaire, de contacter des gens qui prennent en charge ces patients-là. La transplantation pulmonaire devrait être considérée chez les patients éligibles, chez qui on découvre une hypertension pulmonaire significative, parce que ça vient aggraver de façon significative, de façon importante, la mortalité des patients. Je vous ai dit tout à l'heure que les traitements vasodilatateurs n'avaient pas leur place dans la majorité des cas d'hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3. Il y a quand même des exceptions où est-ce que lorsqu'on a, lorsqu'on a une hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3 classique, c'est-à-dire une hypertension pulmonaire généralement légère et modérée en présence d'une maladie respiratoire relativement sévère, donc on sait que les traitements ne fonctionnent pas dans cette clientèle-là. Mais parfois, on fait face à des hypertensions pulmonaires d'allure disproportionnée. Par exemple, un patient qui a une MPOC légère avec une hypertension pulmonaire très sévère. Et donc, un patient pour lequel c'est difficile de considérer que la maladie respiratoire de base soit responsable d'une hypertension pulmonaire aussi sévère. Et donc, dans ces circonstances-là, ça peut être approprié d'aller vraiment plus loin. C'est jusqu'au cathétérisme cardiaque droit pour identifier un sous-groupe de patients avec des hypertensions pulmonaires disproportionnées, chez qui on va certainement considérer un essai thérapeutique chez les patients qui sont demandeurs, en sachant quand même que c'est un essai thérapeutique qui n'est pas sans risque, mais c'est souvent des patients qui sont, lorsqu'on se retrouve dans une situation d'hypertension pulmonaire disproportionnée liée à une maladie respiratoire, ce sont souvent des patients qui sont excessivement symptomatiques et qui sont souvent prêts à prendre des petits risques dans le but de potentiellement s'améliorer cliniquement. Alors, c'est ce qui m'a fait la présentation. Donc, j'espère que les cas cliniques vous ont permis de mieux comprendre comment nous, on voit l'hypertension pulmonaire, qui on investit, comment on les prend en charge. Mais des points clairement à retenir, c'est qu'une dyspnée persistante nécessite une approche diagnostique systématique. Une dyspnée inexpliquée ne doit pas rester inexpliquée. Il y a des symptômes qui clairement doivent sonner une cloche, nous faire penser à l'hypertension pulmonaire, notamment dans un contexte post-embolie pulmonaire chez des patients qui ont des facteurs de risque d'HTAP, des gens qui ont des symptômes disproportionnés ou encore une fois des symptômes inexpliqués et en présence d'une hypertension pulmonaire, clairement, d'abord le diagnostic précoce et l'orientation vers des centres spécialisés améliorent les résultats de leur prise en charge. Voilà, donc voici quelques ressources complémentaires si vous le souhaitez et certaines informations administratives également. Puis sur ce, je suis évidemment ouvert à prendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Provencher, pour cette super présentation. On a reçu quelques questions et je vous invite encore une fois à écrire vos questions dans la boîte questions et réponses. On devrait avoir assez de temps pour répondre à toutes vos questions. On a une première question. Faut-il faire de façon plus systématique une scintigraphie ventilation-perfusion quelques mois après une embolie pulmonaire ou seulement s'il y a des symptômes résiduels? Ouais. En fait, de façon, il y a eu une période où on faisait de façon assez systématique un contrôle de scintigraphie ventilation-perfusion post-embolie pulmonaire à l'époque où le diagnostic initial avait été fait par scan vécu, avec l'idée que parce qu'il y a environ le tiers des patients qui, suite à un épisode aigu, vont conserver des déficits au scan vécu qui n'auront pas tous des conséquences. Puis, donc, souvent, l'idée à l'époque, c'était de dire, bon, on va se donner une nouvelle valeur de référence, un nouveau baseline au scan vécu. Comme ça, si le patient se présente à nouveau avec des symptômes emboliques, ben, on saura s'il y a des nouveaux déficits qui sont apparus en surplus des séquelles de l'événement initial.
avec l'utilisation exhaustive de l'angio-TDM dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, le besoin d'avoir un nouveau baseline en termes d'imagerie n'est plus présent. Et donc, si bien que, à l'heure actuelle, ce n'est plus recommandé de faire une imagerie systématique chez les patients qui ont eu une embolie pulmonaire initialement. Ceci étant dit, comme je mentionnais tout à l'heure, l'embolie pulmonaire, ce n'est pas une maladie uniquement aiguë. Il y a quand même une proportion significative de patients qui vont conserver des déficits, en fait, un, un- un- un état fonctionnel imparfait à la suite d'un épisode initial. C'est ce que certains ont appelé le syndrome post-embolie pulmonaire ou post-PE syndrome en anglais. Donc, les gens qui vont conserver un déficit fonctionnel dans leur vie de tous les jours à la suite d'un épisode aigu, qui peut être de toutes sortes d'origines. Ça peut être suite à des séquelles emboliques, soit également de l'hypertension pulmonaire, certains déconditionnements, certaines anxiétés. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais il y a une proportion significative de patients qui vont conserver des symptômes suite à l'embolie pulmonaire. Donc, c'est pas indiqué de faire une imagerie systématique, mais c'est clairement indiqué de réévaluer ces patients-là cliniquement de façon systématique. Puis en présence de symptômes, clairement, il faut aller plus loin. Effectivement. Et pour faire du pouce sur cette question, suggéreriez-vous un test de fonction respiratoire de contrôle post-événement ou une épreuve d'effort pour dénicher des symptômes résiduels que le patient ne reconnaît pas? Oui, en fait, il y a le groupe un groupe d'Amsterdam qui a évalué de façon, cette approche-là de façon systématique, assez systématique en faisant une épreuve d'effort chez les patients qui avaient eu un épisode aigu qui semblait augmenter légèrement la détection d'hypertension pulmonaire post-embolique chronique. Euh, il n'y a pas de recommandation claire à l'heure actuelle à savoir si on devrait faire ça de façon systématique chez tous les patients, mais encore une fois, clairement, pour revoir les patients, puis si on a un doute, soit parce que le patient est peu actif et donc ne reconnaît pas nécessairement ses limites ou clairement aller plus loin, il y a quand même un il y a quand même un sous-groupe de patients qui est à plus haut risque d'avoir de l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et chez qui on va souvent être un petit peu plus agressif dans l'imagerie des patients à la suite d'un épisode aigu, notamment des patients dont la durée des symptômes lors de l'épisode initial, la durée des symptômes est prolongée. Par exemple, le patient qui se présente à l'urgence en embolie pulmonaire, souvent, ben, les gens vont dire, je suis dyspnique depuis, je sais pas, 3 jours, une semaine, mais quand on les questionne de façon approfondie, parfois les patients disent, ben, ça fait 2 mois que je suis 6 mois que je suis vraiment plus essoufflé, mais depuis une semaine, c'est vraiment pire. On va craindre que c'était déjà une maladie thromboembolique chronique depuis quelques mois sur laquelle s'est greffée une embolie pulmonaire aiguë. L'autre circonstance, c'est des patients qui ont une échographie cardiaque lors de l'embolie pulmonaire aiguë où on documente une hypertension pulmonaire déjà très sévère à l'échographie cardiaque lors de l'événement aigu. On va suspecter que c'était déjà une maladie chronique de base. Et parfois, certaines anomalies à l'imagerie un petit peu plus subtiles qui font penser à une maladie qui est déjà chronicisée au moment du diagnostic, parce que ces patients-là vont être plus agressifs dans le suivi, surtout s'ils sont plus jeunes, on va être plus agressif pour identifier l'hypertension pulmonaire post-embolique, mais ça n'est pas fait de façon systématique. Et simplement lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a un patient qui demeure symptomatique, ben, évidemment, les outils qu'on peut avoir devant nous, on a parlé de la vitesse d'effort qui est une possibilité. L'échographie cardiaque, clairement, doit être considérée pour voir s'il y a des signes d'hypertension pulmonaire ou non. Et dans le moindre doute, ben, le scan vécu, encore une fois, on se retrouve dans une situation de dépistage d'une maladie chronique où est-ce que l'angio-TDM ne sera pas très fiable. Donc, l'angio-TDM a une sensibilité de l'ordre de 50 à 60 seulement pour détecter les formes thromboemboliques chroniques. Donc, le scan vécu est vraiment l'outil de choix pour détecter les formes chroniques de maladie thromboembolique. Super. Quelle est votre approche d'une hypoxémie nocturne isolée chez ces patients? Écoutez, la vraie réponse, c'est que en fait, on ne connaît pas la réponse, hein. L'hypoxémie nocturne a été, euh, le rôle de l'hypoxémie nocturne et de la prise en charge de l'hypoxémie nocturne a été étudié dans plusieurs essais cliniques.
Par exemple, chez les patients MPOC, on sait que de traiter une hypoxémie nocturne isolée par une oxygénothérapie nocturne ne changera pas le devenir des patients en termes d'hospitalisation, décès ou progression éventuelle vers une hypoxémie diurne. Euh, Chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire, euh, liées à une maladie cardiaque ou respiratoire, donc des l'hypertension pulmonaire de groupe 2 ou 3, ben, ça changera. On va avoir exactement la même conduite, c'est-à-dire qu'un patient qui a une hypertension pulmonaire sur un MPOC isolé, qui n'est pas hypoxémique de jour, on ne recherchera pas de façon active l'hypoxémie nocturne. Euh, à l'inverse, chez des patients qui ont de l'HTAP, donc des hypertensions pulmonaires très, très sévères, qui ont des saturations très limite de nos diurnes, ben, on va être un petit peu plus agressif dans la recherche de l'hypoxémie nocturne, mais sans donner très, très probante sur l'efficacité de cette approche-là dans le contexte d'une hypertension pulmonaire de groupe 1. Super. Où est la place de l'oxygène chez les patients qui ont une hypoxémie isolée à l'effort? C'est une inhalothérapeute qui pose la question, je pense, là. Je reçois de plus en plus de prescriptions pour de l'oxygène à l'effort, autre que pour des HTAP primaires, et cela ne cote pas au PNOD. Est-ce que ça augmente la survie? Est-ce que c'est un bénéfice de symptômes? Quelles données avons-nous? Ouais. On, on a peu de données spécifiques à l'hypertension pulmonaire. On a des données en MPOC où on sait que chez un patient qui n'est pas hypoxémique au repos, le fait de donner de l'oxygène, c'est pas évident que de donner de l'oxygène à une hypoxémie d'effort isolé change le devenir du patient d'un point de vue qualité de vie, morbidité, mortalité. En hypertension pulmonaire, il y a eu des petites études qui démontraient que, on avait un bénéfice sur la capacité à l'exercice des patients qui avaient des hypertensions pulmonaires sévères lorsque ces patients-là étaient randomisés en chassé-croisé avec ou sans oxygène, mais on n'a pas démontré de bénéfice en termes de morbidité, mortalité. Bien qu'à l'heure actuelle, donc, ce sont des patients qui ne codent pas au PNOD. Donc, on ne traitera pas l'hypoxémie isolée à l'effort des patients, même qui ont une hypertension pulmonaire sévère. La seule exception à ça, ce sont les patients qui se dirigent dans un programme qui se dirige vers la greffe pulmonaire où on va pouvoir y avoir accès dans un contexte d'un temps très, très restreint pour bonifier la capacité de faire la réadaptation pulmonaire chez ces patients-là. Mais c'est vraiment un petit sous-groupe de patients pour qui on va considérer traiter l'hypoxémie d'effort isolée. Que faites-vous avec l'hypoxémie qui s'améliore une fois qu'on met l'oxygène, présumément parce qu'on freine un peu la vasoconstriction hypoxémique et l'amélioration de la PAP qui s'ensuit? Avez-vous tendance à arrêter l'oxygène? On le continue en se disant que ça va réévoluer de toute façon? Comment le voyez-vous? Donc, par exemple, le patient qu'on aurait au diagnostic une hypoxémie de base, qu'on traiterait l'HTAP et qui ne serait plus hypoxémique après quelques mois, ben, c'est le type de patient pour qui on arrêterait l'oxygénothérapie, définitivement, parce qu'on ne rencontre plus les critères d'oxygénothérapie dans ce contexte-là. L'édème des membres inférieurs est-il un signe souvent présent dans toutes les formes d'HTP? Ouais. En fait, l'édème des membres inférieurs, le- le- c'est un signe essentiellement de défaillance cardiaque droite. La plupart, dans le contexte d'une hypertension pulmonaire, c'est clairement un signe de défaillance cardiaque droite, peu importe le type d'hypertension pulmonaire. Et donc, euh, oui, effectivement, c'est un signe qui va être fréquent, peu importe le type d'hypertension pulmonaire, mais c'est pas un signe précoce. C'est-à-dire que dans les formes, par exemple, idiopathiques d'HTAP, en général, les patients vont devoir avoir déjà une insuffisance cardiaque droite significative avant de développer de l'édème des membres inférieurs. Donc, c'est pas un signe précoce. Euh, Dans l'hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3, ben, il peut y avoir d'autres mécanismes de rétention hydrosodique qui rajoutent à la défaillance cardiaque droite. Par exemple, des patients MPOC qui sont en exacerbation peuvent avoir d'autres mécanismes pour développer l'hypertension l'édème des membres inférieurs, mais c'est quand même souvent le reflet d'une insuffisance cardiaque droite. Simplement pour dire que chez les patients MPOC, on a parlé d'hypertension pulmonaire de groupe 3 classique, donc un patient qui a une MPOC significative avec une hypertension pulmonaire légère.
Mais même ce patient-là qui a une hypertension pulmonaire légère, ça c'est vrai en état stable. Dès que ce patient-là présente une exacerbation de cette maladie respiratoire, au moment de l'exacerbation, ces patients-là peuvent avoir des hypertensions pulmonaires très sévères. Et donc, lorsque le patient POC exacerbé est hospitalisé, par exemple, c'est vraisemblablement pas le bon moment pour évaluer la présence ou l'absence d'hypertension pulmonaire parce qu'on va avoir une augmentation transitoire de l'hypertension pulmonaire qui n'est pas le reflet de la maladie de base. Ouais. Recherchez-vous systématiquement l'apnée du sommeil dans le bilan étiologique de l'hypertension pulmonaire? Euh, la réponse à ça, c'est ben, oui et non. Ça dépend, c'est variable. En fait, la raison étant que on sait très bien que le syndrome d'obésité pour ventilation là, peut mener à des hypertensions pulmonaires très, 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 très sévères avec défaillance cardiaque droite. Et donc, des patients qui vont évidemment être hypercapniques. On sait aussi que ces patients-là, lorsqu'on les traite avec la ventilation non invasive, on peut avoir une normalisation hémosynémique complète. Donc, il y a une suspicion de syndrome d'obésité hypoventilation, clairement, on va rechercher les anomalies du sommeil. Maintenant, chez la plupart des patients qui ont de l'apnée obstructive nocturne isolée, sans hypoventilation diurne, ce qu'on dit, c'est que l'apnée du sommeil seule ne cause pas d'hypertension pulmonaire diurne. Lors d'un épisode d'apnée durant la nuit, ça a été bien démontré, on peut avoir des augmentations transitoires de la pression de l'artère pulmonaire, mais ça ne donne pas d'hypertension pulmonaire diurne. C'est bien que lorsqu'on fait face à un patient qui a une hypertension pulmonaire diurne sévère, euh, évidemment, c'est des symptômes d'apnée du sommeil. On va, on va rechercher l'apnée du sommeil pour pouvoir traiter et améliorer la qualité de vie des patients, mais en considérant que ce n'est pas à l'origine de l'hypertension pulmonaire. Maintenant, il existe aussi des patients pour qui, donc ça, c'est vrai, ce que je viens de dire, c'est vrai dans les hypertensions pulmonaires de groupe 1 et 4, là, par exemple, une HTAP très, très, très sévère. S'il n'y a pas de symptômes d'apnée du sommeil, on ne recherchera même pas les anomalies du sommeil. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des patients pour qui l'hypertension pulmonaire est la résultante de plusieurs anomalies différentes, par exemple, un peu d'obésité, un peu de dysfonction diastolique, un peu d'MPOC, puis se greffe de l'apnée du sommeil, ou c'est possible que l'apnée du sommeil contribue au développement d'une hypertension pulmonaire légère. Mais encore une fois, on va se fier beaucoup aux symptômes chez les patients qui sont asymptomatiques d'un point de vue apnée du sommeil. C'est rare que de traiter l'apnée du sommeil va changer de façon drastique le niveau d'hypertension pulmonaire puis les symptômes qui s'y rattachent. Y a-t-il des indications ou des précautions spécifiques à prendre pour les patients qui vont débuter la réadaptation pulmonaire? Oui, en fait, chez les patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire sévère, il y a en fait, il y a un sous-groupe de ces patients-là qui va avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite importants et qui sont à risque de faire des lipothymies et des syncopes à l'effort. Donc c'est clair que c'est pas 100% des patients souffrant d'hypertension pulmonaire sévère qui sont des bons candidats à la réadaptation cardio-respiratoire. On sait que dans ce petit sous-groupe de patients-là, là, au bout du spectre en termes de gravité, on sait qu'il y a quand même un risque à faire de la réadaptation parce que euh, une syncope chez quelqu'un qui a une hypertension pulmonaire sévère, ça peut mal tourner. Donc, ça peut mener à une mort subite. Et donc, mais c'est vraiment le bout du spectre des patients qui sont vraiment les plus sévères. Chez la majorité des patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire, même sévère, mais sans grand signe d'insuffisance cardiaque droite, je dirais que ce qui a été étudié, ce sont des programmes de réadaptation communs, comme ceux qui sont utilisés en MPOC, par exemple, ou en insuffisance cardiaque, euh, où on va se fier essentiellement aux signes vitaux, aux symptômes du patient pour adapter le niveau d'entraînement. Et donc, il n'y a pas d'autres précautions supplémentaires à faire chez ces patients-là. Ce sont souvent des patients qui vont devenir très hypoxémiques, même à l'effort léger. Donc, souvent, ces patients-là vont recevoir un peu d'oxygène durant l'entraînement pour leur permettre de s'entraîner de façon un peu plus efficace et plus prolongée. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'autres précautions supplémentaires à prendre. Il y a eu beaucoup de craintes initialement à réadapter ces patients-là. Maintenant, on sait que c'est sécuritaire pour la majorité des patients. Il faut savoir aussi que
Donc ça, c'est pour les formes sévères d'hypertension pulmonaire. Il faut savoir également que dans l'insuffisance cardiaque gauche et les maladies respiratoires comme la MPOC, ben, on réadapte ces patients-là depuis longtemps. Et il y a un sous-groupe de ces patients-là, c'est souvent des patients qui ont une MPOC sévère. Il y a un sous-groupe de ces patients-là dans les essais cliniques qui avaient de l'hypertension pulmonaire sans qu'on le sache et qui ont bénéficié de l'hypertension pulmonaire. Et donc, ça ne doit pas être un frein à la réadaptation qui a démontré des bénéfices très, très clairs dans ces patients MPOC, insuffisants cardiaques, etc. Une petite dernière pour le dessert. Pouvez-vous nous parler du Winrevair? Ouais, le Winrevair, c'est un nouveau médicament. En fait, le nom générique, c'est le nom générique, c'est le sotatercept. C'est un nouveau médicament qui a été développé dans les dernières années, qui a été approuvé par Santé Canada en août dernier. Et donc, c'est un traitement qui se donne par injection subcutanée aux 3 semaines et dont le mécanisme d'action est complètement différent comparativement à ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Et donc, jusqu'à présent, on utilisait des médicaments qui jouaient sur ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale, donc via la voie du NO, de l'endothéline et des prostanoïdes. Alors que le sotatercept vient vraiment jouer sur des mécanismes qui influencent la prolifération, si on veut, des cellules, donc à l'intérieur des vaisseaux pulmonaires, donc le remodelage vasculaire comme tel. Il y a des données précliniques, évidemment, qui démontrent que ça a un effet anti-remodelage très, très significatif. Et c'est un traitement qui est généralement donné en ajout de 2 à 3 traitements déjà chez les patients qui souffrent d'HTAP. Encore une fois, par injection, puis c'est un traitement qui a démontré des bénéfices très, très clairs d'un point de vue amélioration des symptômes, capacité d'exercice, euh, sévérité de l'hypertension pulmonaire ou cathétérisme cardiaque, mais et plus récemment, des bénéfices très, très clairs en termes de- d'événements significatifs comme les hospitalisations, décès, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau traitement qui s'ajoute à au traitement que l'on avait déjà. Et donc, c'est évidemment le bienvenu pour traiter l'HTAP, donc l'hypertension pulmonaire de groupe 1 seulement. Donc, c'est pas utile dans les autres formes d'hypertension pulmonaire, probablement dans les formes les plus sévères, en tout cas, d'HTAP. Et donc, c'est vraiment un beau développement du côté de l'hypertension pulmonaire. Super. Une vraie dernière, parce qu'on en a une dernière qui est rentrée. Quelle serait la saturation minimale que vous seriez à l'aise de tolérer pendant la réadaptation? Écoutez, j'ai pas de chiffres. Moi, je me fierais vraiment aux symptômes des patients. C'est-à-dire parce que c'est souvent des patients qui vont désaturés de façon très, très importante, hein. Particulièrement même durant un test de marche, là, on voit souvent même des patients qui ne sont pas hypoxémiques au repos, qui désaturent facilement dans les 80, dans les 70 occasions. Et donc, c'est ce qui se passe dans leur vie de tous les jours, hein. Donc, dès qu'ils marchent, etc. Et donc, je me fierais vraiment beaucoup à leurs symptômes. Ce qu'on veut pas, ce qu'on veut éviter, c'est un niveau d'activité qui conduit à des lipothymies, encore moins à des syncopes, là. Donc, si on a ce type de signe-là, c'est clairement qu'on est allé trop loin en termes de niveau d'activité, plus que le niveau de saturation comme tel. Super. Merci beaucoup, Docteur Provencher, pour cette super présentation et pour toutes vos réponses à nos questions. Merci à tout le monde d'avoir participé. On est actuellement 164, donc on a une très bon niveau de participation. Merci à Respi Plus, merci à Merck Canada qui ont rendu cette activité possible. N'oubliez pas de vous inscrire à www.expandcourses.com. Vous y trouverez l'enregistrement de ce webinaire et de nombreuses autres opportunités d'apprentissage. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, Dr. Provencher. Merci à vous. Bon après-midi.